On est dans une ville très accueillante. D'ailleurs, il y a 30% d'étrangers qui vivent ici. Oui, c'est pas une ville touristique, c'est une ville cosmopolite. C'est le centre d'une toile d'araignée qu'on appelle l'Europe. Exactement. Capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, capitale de la région flamande, alors que 85% des habitants parlent français. La beauté de Bruxelles et la beauté de la Belgique, de manière générale, c'est le sens de la complexité. L'identité belge, c'est une identité problématique et la force des Belges, c'est de le savoir. C'est une ville qui est aussi extrêmement réputée pour son patrimoine architectural. C'est magnifique et très éclectique. Il n'y a pas d'uniformisation des murs, de même qu'il n'y a pas d'uniformisation des esprits. Il y a des écrivains célèbres qui sont tombés amoureux de cette ville. Baudelaire, et puis Victor Hugo, et même Karl Marx. Oui, ça je ne savais pas. Et puis il y a vous. Oui, ça j'étais au courant. Mais moi je dis toujours que, en fait, Bruxelles est mon épouse et Paris est ma maîtresse. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous êtes l'un des écrivains francophones les plus lus au monde. Vos romans sont traduits dans 44 langues, vos pièces jouées dans 50 pays. Merci de nous accueillir chez vous à Bruxelles. Avec plaisir. Alors dans cette émission, évidemment, on va parler de votre plume. Mais avant, on va partir en balade, visiter cette ville, cette capitale de l'Europe, qui tient plein de promesses, et notamment celle de se réinventer sans cesse avec beaucoup de créativité. Bruxelles, capitale des styles et des tendances, qui offre à qui sait ouvrir les yeux le meilleur d'hier et le meilleur d'aujourd'hui. La ville du Manneken Pis propose à chaque coin de rue tout un art de vivre. Les amoureux d'architecture seront séduits par les maisons baroques, par les édifices gothiques de la Grand Place, par la maison Horta à Saint-Gilles, par les trésors du parcours Art Nouveau. Incontournable aussi, le centre belge de la bande dessinée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ce qu'on découvre quand même quand on visite ce musée de la BD, on découvre quelque chose qui ne nous arrange pas trop, nous Français. On découvre que la plupart des héros de bande dessinée sont belges. Je pense à Tintin, évidemment, mais pas uniquement. Les Schtroumpfs, Black et Mortimer... Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Spirou, le Spirou. Marsupilami. Ils sont tous belges. Eh oui. Si vous voulez, c'est à la fois pour moi économique, historique et culturel. C'est-à-dire ? Historique parce que au début du XXe siècle, on publie beaucoup de bandes dessinées dans les journaux. On cherche à conquérir le lecteur et à lui faire acheter le journal du lendemain. La bande dessinée, c'est idéal pour ça. Le côté culturel, c'est que quand même, on a inventé la peinture à l'huile au XVe siècle ici. Hein? Mais oui. Donc, le langage de l'image, on s'en est nourri. On l'a fabriqué, on le consomme, Et on le lit. c'est une terre où il y a plusieurs langues aussi. Voilà. Donc il y a un petit complexe par rapport à la littérature aussi. Oui. Conclusion que la Belgique ait concrétisé son talent dans quelque chose qui mêlait l'image et les mots, ça raconte vraiment la Belgique. Il y a plusieurs méthodes de travail. Toutes les méthodes existent. Quand Tom et Jean-Henri font le petit Spirou, il est très clair que ce que vous montrez là, c'est un découpage de cinéma. Complètement. Hein, et on n'a pas besoin d'écrire du texte en plus là-dessus. Ouais. Et vous, comment vous faites alors pour votre bande dessinée? C'est-à-dire que vous écrivez le texte et après vous sollicitez votre dessinateur. Vous avez une idée en amont de à quoi doit ressembler votre poussin Ah, le poussin, c'est lui qui l'a dessiné. Moi, je lui ai décrit son caractère, c'est-à-dire qu'il est extrêmement prétentieux, il est extrêmement arrogant. Et qu'est-ce que vous avez eu envie de dire avec cette bande dessinée? En fait, ce petit personnage, il existait, j'écrivais pour ma famille des petites histoires, etc. Et puis toujours, on me disait, mais publie. Mais je disais, mais non, c'est pas de la littérature. Et un jour, j'ai compris que c'était de la bande dessinée. Il fallait qu'on le voie, il fallait qu'on ait sa rondeur. Il fallait qu'il soit extrêmement mignon pour qu'on admette le fait qu'il est insupportable. Quelle est la particularité, quelle est la marque de fabrique, la patte d'Étienne Davodo que vous exposez en ce moment? Mais Étienne Davodo s'intéresse au réel. Et ce qu'il raconte, c'est le sous-titre de l'exposition, ce sont les chroniques de la vie réelle. Mais des chroniques qui partent de son entourage. Et chacun de ces personnages est en fait d'abord et avant tout une personne. Il prend le prétexte de gens ordinaires qu'il côtoie pour en faire des héros de bande dessinée. Absolument. Pour son interview, Éric-Emmanuel Schmitt a choisi l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, dont il est membre. Son siège, le numéro 33, occupé avant lui par Colette et Jean Cocteau. Éric-Emmanuel, vous avez débuté l'écriture par le théâtre, La Nuit de Valognes, Le Visiteur. Le succès est venu assez vite. Oui, le succès m'est tombé dessus.
dès le départ, puisque La Nuit de Valognes a été jouée d'emblée dans un beau théâtre, la Comédie des Champs-Élysées, et Le Visiteur a été un triomphe qui m'a valu 3 Molières. Donc, en fait, moi, je ne croyais pas que je pourrais gagner ma vie comme écrivain. Je m'étais organisé pour avoir un beau métier. J'enseignais la philosophie à l'université. Et puis voilà, j'ai été démenti. Les autres étaient convaincus que j'étais écrivain encore plus que moi. Depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que de l'encre a coulé beaucoup d'encre. Vous avez écrit des romans, des pièces de théâtre, des nouvelles, des contes, des livrets d'opéra aussi. Des choses très différentes. Vous avez cette faculté à vous glisser dans la peau de personnages très différents. Ah, c'est tout ce que j'aime. On lit pour la même raison qu'on écrit, en fait, pour abolir les frontières. On abolit les frontières de la peau, puisqu'on devient l'autre, mais on abolit la frontière du sexe, puisqu'on peut devenir une femme, un homme, les frontières de l'âge, on peut être un enfant, un vieillard, et puis les frontières du temps et de l'espace. Dans votre univers, on croise Dieu sur le divan de Freud, Odette Tout-le-Monde, Einstein, Diderot, Anne Frank. Vous aimez la musique, vous aimez l'histoire et surtout vous aimez les questionnements universels. Avec vous, le jeune agrégé de philo n'est jamais loin. Mais je sentais que mon destin, c'était de faire de la philosophie dans des fictions. C'est-à-dire de remettre les questions philosophiques dans la vie et retrouver les problèmes là où ils se posent. En fait, donner de la chair et du sang à la philosophie. On a un peu le sentiment qu'il y a le monde autour de vous et qu'il y a votre monde intérieur, très riche, une sorte de bulle, une bulle qui est empreinte depuis quelques années de spiritualité. Est-ce que c'est une source d'inspiration ? J'aime bien votre définition et en même temps, j'ai envie de la discuter parce qu'elle est intéressante. Je ne sais pas si je suis dans une bulle tout en étant attentif au réel. Je pense que le réel n'est pas que ce qu'il est. Pour moi, le monde est autant fait d'invisible que de visible. Sur le visible, on va s'entendre. On va voir à peu près les mêmes objets, les mêmes êtres, etc. Mais sur l'invisible, c'est-à-dire sur le sens des choses, alors là, on va être très, très différent. Et c'est ça qui m'intéresse d'explorer. Je suis un humaniste qui intègre la dimension religieuse. Moi, quand je vous lis et que je vous écoute, je m'interroge. Quand on est capable, comme vous, de s'inspirer des pires horreurs de l'histoire, de traiter de sujets tragiques, comment on peut continuer à professer l'optimisme, la joie de vivre ? C'est très important ce que vous me dites, parce que l'optimiste et le pessimiste partent du même constat. Ça ne va pas. Le pessimiste dit « ça ne va pas, et demain, ça sera pire ». Il baisse les bras, il consent, il est lâche. L'optimiste, lui, dit « ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Donc vaincre le mal par le bien. Exactement. Je ne vois pas l'intérêt de déprimer. Je ne vois pas l'intérêt surtout de déprimer mes contemporains. Je ne vois pas non plus l'intérêt de déprimer les générations à venir. Je me sens une responsabilité quand je prends la parole. Vos pièces ont été récompensées par plusieurs Molières, par le Grand Prix de théâtre de l'Académie française. Récemment, vous êtes offert un théâtre à Paris, le théâtre Rive Gauche. Pourquoi ? Écoutez, c'est une histoire qui est liée à Anne Frank. La Fondation Anne Frank et des producteurs hollandais ont fait une audition de plusieurs dramaturges qui avaient une carrière mondiale. Et ils nous demandaient à tous, comment raconteriez-vous l'histoire d'Anne Frank au théâtre ? Et j'ai appris que j'étais celui qui avait été choisi. C'était pour moi un honneur, une émotion extrême d'être le seul au monde à avoir le droit d'écrire la pièce, la nouvelle pièce sur Anne Frank. Et j'envoie la pièce à plusieurs théâtres où j'avais fait quand même des triomphes. Ouais. Et on m'a payé de compliments comme jamais. Mais juste de compliments. En disant non. Puis vous savez, c'est triste. Puis vous savez, on connaît l'histoire. Puis vous savez, on a déjà beaucoup parlé de ces choses-là. Et donc 3 semaines après, j'ai acheté un théâtre. Tenez. Le journal d'Anne. Quand je pense que je m'agaçais de le voir passer tant de temps à l'écrire. C'est la dernière guerre que je fais. Pourquoi avoir décidé d'acheter un théâtre à Paris et de vivre à Bruxelles ? Aujourd'hui, vous vous sentez davantage belge que français ? Ah, je me sens les deux. Je suis franco-belge sur mes papiers d'identité et je me sens vraiment les deux. Moi, souvent, je dis que je suis un romancier dramaturge français et un cinéaste belge. Pour les 2 films que j'ai faits, Odette Tout-le-Monde avec Catherine Froy-Dupontel ou Oscar et la Dame Rose, sont pour moi typiquement belges. C'est-à-dire il y a un réalisme magique. Et ça, c'est très très belge. Il y a une espèce de fantaisie, de folie légère.
Dans vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir. Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur Terre, Monsieur Balzan. Et dans ces millions de personnes, il y aura Odette Tout-le-Monde. Vous écrivez presque un livre par an, vous n'avez jamais déserté les planches. Il n'y a plus de rentrée sans Éric Emmanuel Schmitt. Qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Parlez-nous de vos 2 nouveautés. Il y a un nouveau livre qui est un gros roman, parce que parfois je fais court, mais là c'est un roman de 400 pages qui s'appelle « L'homme qui voyait à travers les visages ». Le pic du livre, c'est le moment où ce jeune Augustin va rencontrer le grand œil, c'est-à-dire Dieu. Je ne vous explique pas comment il fait pour le trouver, il faut lire le livre. Et puis il y a au théâtre Rive Gauche une pièce que je ne suis pas le seul à adorer, puisqu'elle se joue continuellement dans le monde, mais qu'on n'a pas jouée en France depuis sa création, Petits crimes conjugaux. C'est une pièce sur l'amour qui veut durer. Le théâtre, la littérature, la musique aussi fait partie des amours d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est donc dans ce musée consacré aux instruments qu'il nous présente le compositeur Nicolas Bacri. Avec lui, il s'est lancé dans un projet fou, une œuvre lyrique qui implique tous les personnages de l'opéra Così fan tutte, quelques années avant que ne débute l'intrigue mise en musique par Mozart et en mots par Da Ponte. Leur création s'appelle Così fan tutte et nous parle de la naissance du désir et des jeux cruels qui se jouent au sortir de l'enfance. Ce qui est très surprenant dans Così fan tutte, c'est que chacune des 2 sœurs a un fiancé. Or, ces fiancés vont partir, vont se déguiser, et chacun va courtiser l'autre sœur. Et si elles résistent au début, elles vont finir par céder. Pourquoi le désir peut-il être aussi indistinct, aussi mobile, aussi fluide? Qu'est-ce qui peut se passer qui explique qu'au fond, on est plus amoureux de l'amour et du désir qu'amoureux vraiment d'une personne? Vaste sujet. On n'a pas un peu le trac quand on doit écrire une musique qui précède une œuvre de Mozart? Un trac énorme, mais pour moi, c'était pas tout à fait une première expérience dans ce genre, puisque j'avais eu l'audace déjà de me référer à des styles existants, notamment dans ma 4e symphonie, qui s'appelle Symphonie classique Sturm und Drang. Et le pastiche, c'est l'approfondissement de son propre style à travers l'hommage à une forme révolue. Et c'est évidemment ce que j'ai continué à faire avec Così fan tutte. Vous avez une passion pour Mozart. Vous avez d'ailleurs écrit ce roman, Ma vie avec Mozart. Je crois que Mozart vous a sauvé la vie. J'avais 15 ans. Je faisais cette déprime qu'on a souvent lorsqu'on a 15 ans. On a un corps qui vient de pousser, on n'est pas habitué. On se dit, oulala, c'est avec ça qu'il va falloir que je fasse tout. Être aimé, être aimable, je ne suis pas très convaincu. Et puis l'obsession de la mort aussi, qui nous gagne à ce moment-là. Et moi, j'en étais là. Je n'avais pas du tout envie de vivre. Et un jour, d'une façon miraculeuse, un professeur de musique m'a emmené assister aux répétitions des Noces de Figaro à l'Opéra de Lyon. Au début, j'ai trouvé ça ringard, poussiéreux, insupportable. Et puis tout d'un coup, une femme est entrée, elle a chanté l'air de la comtesse, Dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Et alors là, en 4 minutes, j'ai guéri. Alors Éric expliquait que les mots s'entrechoquaient dans sa tête, voulaient sortir, qu'il y avait quelque chose comme ça qui voulait jaillir, que c'était omniprésent, que voilà, c'était quelque chose qui l'habitait. Est-ce que vous, c'est pareil pour la musique? Est-ce qu'il y a des lignes de musique? Est-ce qu'il y a des instruments partout dans votre tête? C'est pareil. L'inspiration, parce que ça, j'y crois, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas au départ. Qui nous arrive. Ça peut être une mélodie, ça peut être un timbre, ça peut être un accord. Ensuite, on va mettre une loupe sur tout ça pour pouvoir le décrire de façon suffisamment précise pour en rendre compte de la façon la plus rationnelle possible, qui est l'écriture. Et c'est l'heure de prendre un peu de hauteur pour soumettre Éric à notre questionnaire du Bruxelles des Arts.
La première fois, le premier petit déjeuner, place des Sablons, cette façon de vivre extrêmement chaleureuse. Les gens vivent ensemble, pas les uns à côté des autres, ni les uns contre les autres. Le ciel, toujours changeant, parfois haut, parfois bas, très souvent bas. Parfois si bas, comme dit Jacques Brel, qu'un canal s'est pendu. Des invitations chez les amis. Vous savez, à Bruxelles, on peut facilement se loger, beaucoup plus facilement qu'à Paris. Donc les gens ont de la place, et donc les gens se reçoivent beaucoup. Bruxelles est la ville où, à mon avis, on se reçoit le plus. Et c'est aussi statistiquement la ville où on divorce le plus, parce qu'il est très facile de se reloger. Des croquettes de crevettes, cette entrée succulente. Le bois de la Cambre, c'est une grande forêt qui a été donnée aux Bruxellois par le roi Léopold. Donc à peu près tous les matins, je suis avec mes 3 chiens. Et en fait, c'est là que souvent que je trouve mes livres. Chaleureux. Merci Éric Emmanuel. Ainsi s'achève le Bruxelles des Arts consacré à Éric Emmanuel Schmitt. Vous pouvez bien sûr revisionner cette émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Merci. Et là il pleut, ouais, dépêchons-vous. Moi ça me schtroumpfe. Hein. Ça vous schtroumpfe? Ah, moi ça me schtroumpfe énormément.